Donc voilà pour la deuxième partie du cours. On va attaquer maintenant l'essentiel de ce qu'on va étudier au second semestre, c'est-à-dire la responsabilité délictuelle. Donc vous mettez un nouveau titre, titre 2, la responsabilité délictuelle. Introduction. Selon la formule des professeurs Flour, F-L-O-U-R, et Aubert, A-U-B-E-R-T, la responsabilité civile est l'obligation mise à la charge d'une personne de réparer le dommage subi par une autre. Fermez les guillemets. La responsabilité civile englobe donc les notions de responsabilité contractuelle et de responsabilité délictuelle. Donc là, on a étudié jusqu'à présent, nous ensemble, la responsabilité contractuelle. Dans quel cas on engage sa responsabilité quand on n'a pas exécuté un contrat convenablement. La responsabilité délictuelle, donc ce qu'on va étudier désormais, se distingue de la responsabilité contractuelle dans la mesure où le dommage est indépendant de toute obligation contractuelle. Donc la responsabilité délictuelle se distingue de la responsabilité contractuelle dans la mesure où le dommage est indépendant de toute obligation contractuelle liant l'auteur à la victime. Donc par exemple, si vous jouez, vous promenez dans la rue, vous tombez et vous cassez une vitre, vous n'avez pas conclu un contrat préalablement avec le propriétaire de cette vitre, mais si vous l'avez cassée pour une raison X ou Y, vous avez envoyé une balle ou n'importe quoi, vous êtes tenu de lui verser des dommages et intérêts, parce que vous avez causé cet accident. Quels sont les fondements de la responsabilité délictuelle ? La doctrine, donc ces très grands auteurs de droit, ont proposé plusieurs analyses du fondement de la responsabilité civile. Grand 1, la faute. Historiquement, la responsabilité civile se fonde sur la notion de faute. La distinction entre droit civil et droit pénal était autrefois relativement floue. La loi du talion, T-A-L-I-O-N, donc entre parenthèses, vous savez ce que c'est œil pour œil, dent pour dent, fermez la parenthèse, constitue ainsi une illustration ancienne du lien entre la notion de faute et celle de peine. La loi du talion est un premier progrès, car elle crée un équilibre dans les peines prononcées, en évitant les vendettas, c'est les vengeances, et les réponses disproportionnées. Par exemple, entre parenthèses, vous allez crever les deux yeux d'une personne qui ne vous en aura crevé qu'un seul. Voilà, le but de la loi du talion, c'était de faire quelque chose de mesuré. Si quelqu'un vous a coupé un bras, eh bien vous ne lui couperez qu'un seul bras. Vous ne lui en couperez pas deux, vous ne le tuerez pas. Nouveau paragraphe. Progressivement, le droit a procédé à une séparation entre les sanctions prononcées par l'État, qui constituent des sanctions pénales, et les sanctions prononcées au bénéfice de la victime et qui visent à réparer le préjudice subi. Donc aujourd'hui, si par exemple quelqu'un vous renverse en voiture et vous blesse, l'État va prononcer des sanctions à l'encontre de cette personne, éventuellement s'il est responsable d'un homicide, une peine de prison, et cette personne va devoir verser des dommages et intérêts aux victimes. Vous voyez la distinction entre la sanction qui est prononcée par l'État et les sanctions qui sont prononcées au bénéfice de la victime. Ainsi, les peines corporelles, comme la prison, et les amendes sont réservées à l'État, tandis que les dommages et intérêts sont versés à la victime. Nouveau paragraphe. Aujourd'hui, la séparation entre responsabilité civile
et responsabilité pénale est relativement claire et se caractérise de la manière suivante. 2 petits points, premier tiré. Les domaines des responsabilités civiles et pénales sont distincts. Seuls les délits les plus dangereux pour la société constituent des infractions pénales. Il est nécessaire qu'il existe une loi pour qu'une sanction pénale puisse être ordonnée. Le principe, entre guillemets, pas d'infraction sans texte, fermez les guillemets, s'applique. En revanche, un délit civil qui va donner lieu à des dommages et intérêts à une victime peut être très aisément ordonné. Excusez-moi, problème d'intendance. Peut être très aisément ordonné. Ainsi, une simple imprudence ou une simple négligence peut donner lieu à des dommages et intérêts. Deuxième tiret, les objectifs des responsabilités civiles et pénales sont différents. La responsabilité pénale a pour objectif d'écarter certains dangers posés à la société. La responsabilité civile a seulement pour objectif de permettre la réparation des dommages causés. Donc je répète, les objectifs des responsabilités civiles et pénales sont différents. La responsabilité pénale a pour objectif d'écarter certains dangers à poser à la société. Par exemple, on ne veut pas qu'il y ait des personnes qui se promènent avec une arme. Tandis que la responsabilité civile a seulement pour objectif de permettre la réparation des dommages causés. Si vous avez blessé quelqu'un avec une arme, on vous demandera de verser des dommages et intérêts. Troisième tiret, la responsabilité pénale est engagée par le biais d'une action publique devant les juridictions répressives. Elle est enclenchée par le ministère public. Devant les juridictions civiles, c'est la victime d'un délit civil qui engage l'action civile pour obtenir réparation. Donc quand il y a, pour manière plus claire, si quelqu'un se promène, si quelqu'un détient une arme alors qu'il n'a pas le droit de détenir une arme, c'est le procureur de la République, le ministère public, qui va engager une action contre lui. En revanche, si quelqu'un vous blesse, eh bien c'est vous, la victime, qui allez engager ce qu'on appelle l'action civile. Nouveau tiret, les sanctions attachées aux responsabilités civiles et aux responsabilités pénales sont conçues et fixées de manière différente. La responsabilité pénale vise le coupable. Elle propose une sanction proportionnelle à la faute commise. La responsabilité civile vise à réparer les dommages subis et néglige généralement le degré de la faute commise. Si par exemple, vous avez commis un très léger excès de vitesse de 10 km/h, vous allez avoir simplement une petite amende. Mais avec ce petit excès de vitesse, vous avez peut-être tué une famille avec 5 enfants. Bien, vous allez devoir payer des sommes très importantes pour indemniser les victimes, plusieurs millions d'euros certainement. Et pourtant, vous n'avez dépassé la vitesse que de 10 km/h. Donc, responsabilité civile, on regarde les dommages et intérêts, ça va être par rapport au préjudice causé. Responsabilité pénale, on va regarder la faute que vous avez commise. Donc, vous serez aussi sanctionné, bien sûr, pour un homicide involontaire. Néanmoins, nouveau paragraphe, malgré la séparation entre responsabilité civile et responsabilité pénale, le concept de faute reste très important en matière de responsabilité civile. Ainsi, l'ancien article 1382 du Code civil, qui est devenu 1240, dispose que, vous pouvez ouvrir les guillemets, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
et vous fermez les guillemets. Sur le fondement de cet article, il a donc été retenu qu'une victime ne peut solliciter des dommages et intérêts que si elle établit l'existence d'une faute commise par un tiers. Au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire, nous sommes passés d'une conception nécessairement subjective de la faute, c'est-à-dire que l'on apprécie le comportement d'un individu, est-ce qu'il a voulu ou non commettre une faute, à une conception progressivement objective. Il a par ailleurs été porté des limites à la notion de faute. On va regarder peut-être la gravité de la faute, faute caractérisée, faute dolosive, faute intentionnelle, faute grave. Mais la principale limite à la notion de faute tient, comme je vous l'avais indiqué, en l'objectivisation de celle-ci. C'est la théorie du risque. Grand 2, le risque. Au milieu du XIXe siècle, la société prend conscience des bouleversements. Donc au milieu du XIXe siècle, la société prend conscience des bouleversements apportés par la révolution industrielle. Les accidents deviennent de plus en plus nombreux et de plus en plus graves. La faute commise, elle, est de plus en plus anonyme. Elle n'est plus nécessairement causée par la faute d'une personne, mais par la faute d'une société, d'une association, etc. Ce changement lié à la révolution industrielle est concomitant avec le développement de l'assurance de responsabilité et de l'État-providence. Il devient de plus en plus facile de condamner une personne innocente à payer une indemnité, puisque cette indemnité sera, in fine, supportée par son assureur. Certains auteurs ont donc considéré que la réparation due à la victime était donc fondée non pas sur la faute commise par l'auteur d'un délit, mais sur la notion de risque social. Ainsi, la jurisprudence a interprété l'ancien article 1384 du Code civil, devenu 1242, si je ne me trompe pas, relatif à la responsabilité du fait des choses. Le gardien est responsable des choses sous sa garde, même s'il n'a pas commis de faute. Plus généralement, la théorie du risque a marqué une évolution du droit de la responsabilité civile vers une meilleure prise en compte des victimes. Grand 3, la garantie. C'est le troisième type de fondement. Le professeur Stark, S-T-A-R-K, a établi une nouvelle théorie de la responsabilité. Il reproche aux théories de la faute et du risque de rechercher le fondement de la responsabilité civile en s'intéressant uniquement à l'auteur du dommage, qui serait fautif ou créateur de risque. Cet auteur propose de changer l'angle et de s'intéresser à la victime. Il considère qu'il existe un droit à la sécurité, un droit à la vie privée, un droit à l'honneur, et que la responsabilité civile doit viser à apporter une réparation aux atteintes commises aux droits des victimes. Bon. Donc voilà, vous comprenez que Stark ne s'intéresse plus au risque, ne s'intéresse plus à la faute, s'intéresse uniquement à la victime, dit la victime, voilà comment elle devrait être, et si jamais elle subit une atteinte à ses droits, eh bien il faut l'indemniser des dommages subis. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui.